Prologue. L'horreur. S'il cesse de penser, chaque être humain peut agir en barbare. Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, 1963. Je m'appelle Mohamed Lubad. Je suis palestinien. Ce qu'ils ont fait à mes frères me hantera toute ma vie. J'ai du mal à trouver les mots pour en parler. J'ai 7 frères, j'avais, et une petite sœur. Presque toute la famille vivait dans le même immeuble, à Beit Lahia, avec les cousins, les oncles, tout le monde. On était une centaine dans ce bâtiment. Mes 2 petits frères, Jihad et Abdelrahman, c'est d'eux que je veux parler. Jihad avait 22 ans. Abdelrahman, lui, 19. Ils étaient à la fac. Je voulais qu'ils réussissent. Je leur disais d'apprendre les langues. Je me sentais responsable d'eux. Le 7 décembre à 8 heures du matin, un cousin a envoyé un message sur le groupe familial. J'ai été soulagée. Tout allait bien. Mais juste avant 10 heures, Abdelrahman m'a écrit. Il disait que les soldats israéliens entraient dans la maison d'en face. Après ça, plus rien. Silence total. Je ne savais plus quoi faire. Plus tard, j'ai vu passer des photos, des vidéos de Beit Lahia. Je cherchais des visages. J'ai reconnu mon frère parmi les hommes qu'on emmenait. Il y a eu un choc. J'étais perdue. Je ne savais pas ce qu'ils allaient leur faire. Je ne savais même pas s'ils reviendraient. Mon seul espoir, c'était de savoir que personne de notre famille n'était dans un groupe de résistants. Ce n'était que le lendemain tôt qu'Abdelrahman a réussi à me joindre. Il m'a raconté. L'armée israélienne a pris d'assaut le quartier. On nous a tous forcés à sortir sous la menace des armes. Ils nous ont ordonné d'enlever nos vêtements et nos chaussures. Puis nous ont bandé les yeux et attaché les mains dans le dos avec une corde. Les enfants, les femmes et les hommes de plus de 60 ans ont tous été envoyés à pied vers l'hôpital Kamal Adwan, tandis que nous étions jetés dans des camions et emmenés ailleurs. Nous avons été conduits à la base militaire de Zikim. Mon bandeau était mal mis, donc je pouvais parfois jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il faisait. Qui il frappait? Le trajet était étrange. Nous traversions des quartiers familiers, mais les rues étaient méconnaissables à cause de la destruction. Certaines zones avaient même de nouveaux panneaux en hébreu. Sur place, les hommes ont été séparés en 3 groupes. Chacun a alors été marqué d'un signe. Ils nous ont dessiné sur le visage. J'ai repensé aux images d'El Zaitoun où les détenus avaient des numéros inscrits sur le bras. Mais dans notre cas, les numéros étaient tracés au charbon sur le visage. Nous avons eu de la chance. Nous avons été relâchés vers 1 heure du matin et renvoyés chez nous, marchant pieds nus. Ce n'est que lorsque nous avons été assez loin des soldats, nous nous sommes aidés à enlever les bandeaux et les cordes. Les gens nous ont aussi donné des vêtements de base en chemin. Beaucoup d'entre nous sont arrivés avec les poignets et les pieds en sang. Tu devrais être reconnaissant, m'a dit plus tard notre père. Au moins, nous sommes tous en vie et notre maison tient encore debout. Ils avaient aussi de la nourriture. Ma famille est réfugiée, vous voyez. Leur tour de recevoir de la farine de l'agence est arrivé juste avant le début de la guerre. Donc, ils avaient encore quelques provisions. Nous venons d'El Majdal. Ma famille en a été expulsée en 48. Cette zone se trouve désormais du côté israélien, au-delà du mur qui entoure Gaza. Le 12 décembre, j'ai eu de mauvaises nouvelles. La veille, 11 décembre, l'immeuble où vivait toute ma famille a été bombardé. Mon père et mes 2 frères cadets, Abdelrahman et Jihad, ont réussi à extraire leur belle-sœur des décombres et les ont transportés à pied jusqu'à l'hôpital Kamal Adwan.
Mon frère aîné Ibrahim était inconscient. Aucune ambulance ne circulait. Un sniper a tué mon petit frère, Abdel, d'une balle en plein cœur, juste au moment où ils atteignaient l'hôpital. Djihad a été touché aussi, mais ils étaient encore en vie, ils saignaient. Il était encore en vie, il saignait. J'ai essayé d'appeler l'hôpital sans succès. J'étais sous le choc. Les soldats ont fait évacuer l'hôpital. Tout le monde dehors, même les blessés. Mon père a été arrêté parce qu'il ne voulait pas se partir. Il suppliait pour qu'on soigne mon frère, Djihad. Le 17 décembre, l'OMS a annoncé que l'hôpital avait été détruit. Plus possible de soigner qui que ce soit. Les patients sont morts. Les soignants ont été arrêtés. Le même jour, j'ai appris que mon frère, Djihad, était mort de ses blessures. J'ai mis une photo de lui sur Instagram. C'était la dernière photo avec qui je quitte Gaza. Je ne savais pas que ce serait la dernière. Je ne t'oublierai jamais, mon frère. Je raconterai toujours ton histoire. Quand j'ai eu ma bourse, on m'a dit que j'étais l'avenir de Gaza. Mais quel avenir maintenant? Une autre histoire s'ajoute. Après avoir vécu cette expérience atroce, je porte encore en moi les images et les blessures. Mon frère a été frappé, torturé, puis tué lorsque notre maison a été bombardée. Nous avons survécu à cette attaque. Mais ensuite, ils nous ont pris sous la menace jusqu'à l'hôpital. C'est là qu'un sniper l'a achevé. 2 mois plus tard, nous avons dû évacuer, faire un autre endroit, pensant trouver un peu de sécurité. Mais l'armée israélienne a de nouveau bombardé au hasard les maisons et les rues. Ce jour-là, j'ai vu mon père blessé en direct à la télévision, sur Al Jazeera. Tout comme j'avais déjà vu mon frère kidnappé à la télévision. Mon père se trouvait dehors, essayant de mettre mes petits frères à l'abri. En sortant par la porte, un éclat d'obus a traversé son bras, détruisant presque tous les nerfs. Malgré la douleur insupportable, il a couru, à pied jusqu'à l'hôpital, tenant son bras, ensanglanté. Mon petit frère, lui, n'avait que 9 ans. Il était couvert de sang. Il avait été connu dans l'enlèvement des bombardements à la perte de son frère et maintenant la paralysie. À cet âge, 9 ans, il avait vu ce qu'un enfant au monde ne devrait jamais voir. Puis il y a eu la faim. La faim, c'est peut-être la pire des tortures. Plus rien à manger, plus de soins. Il avait besoin d'une opération vitale qu'il n'a jamais pu recevoir. Tout manquait, même le minimum pour survivre. Avant la guerre, nous n'étions ni riches ni pauvres. Nous étions une famille de travailleurs, une famille avec des rêves, des souvenirs, une vie digne. Nous avions 4 maisons. Tout a été détruit. Pas seulement les murs, mais aussi notre histoire, nos souvenirs, notre avenir. Alors je me demande, quel avenir m'est réservé? Quel avenir pour ma famille? Qu'a fait Israël de ma vie, de nos vies? Depuis 6 ans, je n'ai pas revu ma famille. J'ai étudié, j'ai obtenu mon diplôme. J'ai gardé ma nationalité dans l'espoir de pouvoir un jour rentrer et les retrouver. Mais aujourd'hui, tout est perdu. Tout ce qui faisait notre bonheur a disparu. Mohamed Loubat. Oh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyya. Tu connais?
C'est mes copines turques, elles chantaient toujours ça. J'étais toujours avec des soufis. Et toujours, Ah, elles faisaient les salades.